Lacan, nous et le réel, 92e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bien, la dernière fois, il y a une des digressions sur lesquelles je n'étais pas retombé sur mes pieds. J'ai parlé d'un anachronisme de Socrate faisant parler d'Iotime concernant Aristophane, où autant Koyev dit à Lacan, si vous ne comprenez pas pourquoi Aristophane a le hoquet, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre le banquet de Platon. De la même manière, là, il y a un petit geste qui se passe, qui est décrit pendant le banquet, où Aristophane lève le doigt pour interrompre, en disant « Mais j'aimerais bien quand même en placer une, là, maintenant ». Et en fait, on ne le laisse pas parler, mais c'est pas Socrate qui coupe la parole ou quoi que ce soit, c'est l'entrée d'Alcibiade qui fait qu'il n'aura pas la parole, et il aura été coupé au moment de défendre son propre mythe, là, qui n'est pas seulement un mythe, qui est aussi l'installation du dioécisme, c'est-à-dire que ce qui compte dans la production, puisque c'est le terme poiesis, hein, la poiesis en grec ancien, poiein, qui va donner la poésie et l'art, va se résumer à un certain moment à la poésie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'art de faire dire avec les mots le plus de choses avec le moins de mots possible, mais aussi la musique. Mais au départ, poein, ça veut dire produire. Et toute production est quelque chose qui fait passer du non-être à l'être. Et la poésie, bien sûr, est parmi ces possibilités de faire passer du non-être à l'être, puisque là nous sommes sur l'approche parménidienne. Hein. Je vous rappelle qu'il y a deux philosophes appelés présocratiques, donc qui sont très présents dans l'œuvre de Platon. Il y a Héraclite, on va le voir tout à l'heure avec le rien n'est jamais le même, tout reste en mouvement. Et puis il y a Parménide, bien sûr, avec l'un qui ne peut être conçu, comme le dira Hegel, qu'après sa perte, le un de l'unité. Et ce un, ça va être le dialogue de Platon, le Parménide, où Platon lui-même critique sa propre théorie. Alors, je vous mettrai peut-être en exergue tout à l'heure, au montage, la phrase de Lacan concernant la République, où effectivement les gens qui ont pris au sérieux, c'est-à-dire au premier degré la République, sont passés complètement à côté de Platon, tout simplement. Ce que Platon voit à l'horizon, c'est une cité communautaire tout à fait révoltante à ses yeux, comme au nôtre. Le haras en ordre. Voilà ce qu'il nous promet, dans un pamphlet qui a toujours été le mauvais rêve de tous ceux qui ne peuvent pas se remettre du discord, toujours plus accentué de l'ordre de la cité, avec leur sentiment du bien. Autrement dit, ça s'appelle la République, et tout le monde a pris cela au sérieux. On croit que c'est vraiment ce que voulait Platon. Ce qui court comme un fin un ruisseau qui chemine très péniblement, qui est très fin dans l'épaisseur de la bêtise humaine, et qui commence avec, disons, pour ce qui nous concerne, la société dite occidentale, c'est-à-dire la Grèce antique, Thalès de Milet, et qui va remonter avec Parménide, Héraclite, et bien sûr Socrate, dans Platon, jusqu'à l'acmé que va représenter l'œuvre freudienne, notamment
une œuvre, alors qu'elle n'est même pas considérée comme telle en 1895, qui est esquisse d'une psychologie scientifique de Freud, qu'on retrouve dans les lettres à Fliss, qui n'aura même pas publié lui-même, hein, qui aurait été publié après coup. C'est ce que nous essayons de traquer, justement, dans le banquet de Platon. Et effectivement, il faut avoir un sacré sens de l'humour, parce que tout est inversé, tout est au second degré. Et dans le Parménide, c'est là que Platon pilla in giro, comme on dit en italien, c'est-à-dire se fout de lui-même et de sa propre théorie, autour justement de ces notions-là, qui sont des notions très subtiles et très complexes. Alors, l'anachronisme, c'est que bien sûr, Socrate invoque Diotime. Et pourquoi il invoque Diotime? Parce qu'il est arrivé au bout de son argumentation logique, ce qu'on peut dire le logos. C'est-à-dire qu'à un moment, là, du discours, il a amené jusqu'à saisir, par rapport à son interrogation d'Agathon, ce qu'il en était de l'ordre du signifiant. L'ordre du signifiant, on peut dire dans le grec ancien, c'est ce qui correspond à la science, épistémé, par rapport à l'armitia, qui est l'ignorance. Entre les deux, il y a la doxa. Et comme par hasard, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, Diotime va corriger le tir des 4 premiers intervenants du banquet en rappelant que l'amour n'est pas un dieu, mais un daimon, c'est-à-dire quelque chose qui se situe entre les deux, entre l'épistémé. L'épistémé, c'est un savoir qui peut rendre compte de ses raisons, c'est-à-dire de ses propres fondements. Donc c'est un savoir qui convoque la logique et bien sûr l'ignorance, mais c'est là où il y a une feinte dans le grec ancien. Parfois, l'ignorance touche au réel sans le savoir. Et donc, le mot mythos, qui va donner donc le mythe, et le mythe est un savoir insu qui fait être quelque chose. Et d'une certaine manière, Socrate, dans sa première intervention, là, arrive à la limite de son savoir épistémologique, c'est-à-dire les jeux du signifiant. Je vous rappelle que les jeux du signifiant se rapportent essentiellement à un ordre qui est inhérent au signifiant lui-même, c'est-à-dire qui est dégagé de ses capacités ou qualités de signification. Donc, quand on parle de père, par exemple, eh bien, cela suppose un fils, parce que sinon, est-ce père de quelqu'un ou père de personne? Quand on parle de père, P-A-I-R, puisque l'équivoque là nous sert, parce que l'équivoque, vous savez, c'est ce qui permet en psychanalyse de pouvoir espérer la sortie d'un symptôme. Donc P-A-I-R est d'un père, donc là aussi il y a une équivoque, puisqu'on peut l'entendre un I-N, peut-être privation du père, ou U-N, ou I-M-P comme le père et l'impair, les chiffres, etc. Et donc c'est un jeu de combinatoire qui fait que il y a des lois qui vont se dégager de ces combinatoires-là et qui vont concerner le signifiant lui-même. Et puis, bien sûr, il y a le fait que le signifiant fonctionne par couple d'opposés, comme le chaud, le froid, le haut, le bas, etc. Et que pour être en tension dialectique, ces éléments-là ne sont pas pour autant accessibles en tant que tels. Ça marque les bornes du réel, mais le signifiant lui-même, en fait, fonctionne, et c'est son réel, puisque c'est l'écart entre deux signifiants qui est le plus réel, c'est-à-dire ce vide entre les signifiants qui est réel, qui va nous permettre d'aborder donc ce dont il est question, au fond, dans ce banquet de Platon, et qui est
l'amour en tant que réel. Bon, ça déjà, c'est pas une mince affaire d'en arriver jusque-là. Et donc, pour l'aborder en tant que réel, ce à quoi tient bien sûr Socrate. À ceux qui ont entendu mon discours sur le banquet, rappelez cette dimension toujours éludée quand il s'agit du transfert, qui est l'autre dimension, à savoir que le transfert n'est pas simplement ce qui reproduit une situation, une action, une attitude, un traumatisme ancien, mais ce qui le répète, c'est qu'il y a toujours une autre coordonnée, celle sur laquelle j'ai mis l'accent à propos de l'intervention analytique de Socrate, à savoir, nommément, dans les cas que j'évoque, un amour présent dans le réel, et que nous ne pouvons rien comprendre au transfert si nous ne savons pas qu'il est aussi la conséquence de cet amour-là, que c'est à propos de cet amour présent, et les analystes doivent s'en souvenir, en cours d'analyse, d'un amour qui est présent de diverses façons, mais au moins qu'ils s'en souviennent quand il est là, visible, que c'est en fonction de cet amour, disons réel, que s'institue ce qui est la question centrale du transfert, à savoir celle que se pose le sujet concernant l'agama, à savoir ce qui lui manque, car c'est avec ce manque qu'il aime. Ce n'est pas pour rien que depuis toujours je vous serine que l'amour, c'est de donner ce qu'on n'a pas. Pour l'aborder en tant que réel, ce à quoi tient bien sûr Socrate, il laisse la place à une femme. Mais là, Lacan est très précis et il dit peut-être est-ce la femme en lui qui laisse parler. Et là, c'est très intéressant parce que en analyse, c'est exactement ce à quoi il convient d'arriver. C'est-à-dire non plus à parler comme nous semblons le faire, c'est-à-dire à maîtriser une combinatoire de sons et probablement, comme on l'espère, de signification, mais plutôt laisser parler la parole en soi, afin que la vérité se dise à travers soi, à travers une certaine qualité d'ignorance, d'amatia, comme disent les Grecs. Et c'est à partir de là seulement que l'analysant, lui, se trouve saisi par sa propre parole, qui le surprend, parce que, comme le fait remarquer Theodor Reich, le dernier élève de Freud, le dernier disciple, on ne peut être surpris que par ce qu'on sait déjà. Ça nous fait penser bien sûr au Lacan des Noms du Père, avec « ce que tu fais, c'est ce que tu es ». S-A-I-T. Et là, donc, nous arrivons dans ce domaine-là où Socrate, qui se définit lui-même comme celui qui ne sait pas, il ne sait rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Sauf, bien sûr, parce qu'il y a une exception, puisque nous sommes dans la loi, et la loi nécessite une exception, sinon il n'y a pas besoin de loi. Donc la loi est son exception constitutive, sauf sur les choses de l'amour. Les choses de l'amour, c'est effectivement, pour le psychanalyste, le désir, la jouissance. Et puis le mot « chose » aussi, lui-même, das Ding, puisque das Ding préside à tout ça. Donc, il laisse la parole à Diotime et il profite du fait de laisser la parole à Diotime qui parle à travers lui, donc en disant que c'est un discours qui rapporte d'il y a longtemps. Mais c'est là où il remet en cause le dioécisme d'Aristophane. Donc c'est là l'anachronisme, parce que comment Diotime aurait-elle pu répondre à l'avance aux propos que vient de tenir là précisément Aristophane, parce que ce qui compte dans le propos d'Aristophane, ce ne sont pas les êtres sphériques en eux-mêmes, mais ce dioécisme qui caractérise
en Grèce antique, qui vient du vocabulaire de la guerre et qui veut dire en fait faire exploser une situation ennemie. Donc la diviser en petits morceaux. Et en fait, ce qui compte dans les sphères, les êtres sphériques d'Aristophane, c'est pas tant qu'ils soient sphériques, parce que ça, on a vu que c'était l'illusion. On va le retrouver plus tard avec l'illusion de la beauté de la sphère chez les Grecs. Sphéros ou cyclone, c'est-à-dire le cercle en tant qu'il est la forme parfaite par excellence, et donc qui représenterait peut-être l'objet parfait auquel nous visons. On va voir que c'est une illusion. Et ça, c'est Diotime qui lève cette illusion. Parce que c'est Diotime qui va faire, comme lors d'une montée progressive vers l'abstraction que représente le beau, elle utilise pour ça l'argument de Socrate. Parce que Socrate, bien sûr, juste avant de laisser la parole à Diotime, a fait remarquer à Agathon, qui disait que Eros était le plus beau de tous les dieux, etc., que si Eros se caractérisait par le manque, nous verrons tout à l'heure le mythe de la naissance d'Eros, entre Poros et Pénia, pour comprendre qui est Poros et qui est Pénia, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi l'amour est-il quelque chose qui non seulement crée des liens qui sont indéfectibles par Dieu lui-même ou par les dieux eux-mêmes, et simultanément, l'amour est quelque chose dont on ne peut pas tenir correctement un discours, parce qu'il suffit qu'on élabore quelque chose d'un côté et puis ça s'effondre de l'autre. Et c'est lié bien sûr à cette naissance d'Eros entre Poros et Pénia que nous verrons tout à l'heure. Le plus énorme, c'est qu'ils n'apparaissent pas que celle qui couronne tout le discours, la nommée Diotime, ne joue pas un autre rôle, puisque ce qu'elle enseigne, c'est que l'amour ne tient qu'à ce que l'aimer, qu'il soit homo ou hétéro, on n'y touche pas, qu'il n'y a que l'Aphrodite uranienne qui compte. On n'est pas précisément dire que ce soit l'un qui règne sur l'éros. L'amour, s'il est amour de quelque chose, c'est qu'il manque de quelque chose. C'est l'argumentation de Socrate. Et c'est là où il y a ce petit glissement entre l'éros avec un grand E, amour, et éros avec un petit E, désir. Donc on a ce premier glissement en tant que l'amour se sous-tendrait d'un désir qui lui-même se définit par un manque. Le manque, donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand même quelque chose de central dans le travail analytique, puisque, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en séminaire ou ailleurs, mais je vais quand même le redire, quand quelqu'un vient pour une séance analytique, il vient avec une série de problèmes personnels qu'il n'arrive pas à résoudre et qui constituent son intimité même, c'est-à-dire vraiment ce qui le constitue en propre dans sa singularité. Il n'empêche qu'il vient voir quelqu'un qui lui est parfaitement étranger, mais à qui il suppose un savoir sur sa propre intimité elle-même. Donc, c'est un paradoxe. Que vient-il chercher, au fond, cet analysant, si ce n'est de trouver un mode de conciliation possible avec un manque qui serait universel, puisqu'il le suppose aussi chez l'autre, sans le savoir. Mais c'est pour ça que le S2, qui se trouve en bas à gauche du discours de l'analyste, en fait, c'est pas un S1, c'est un S2, celui qui est en bas à gauche. C'est-à-dire qu'il lui présuppose un savoir, mais qui est le même savoir que le sien. Et nous allons voir que ce savoir, il est au centre, là, de la problématique de l'amour, parce que vous le savez déjà, puisque vous avez déjà étudié la psychanalyse, et vous savez que l'amour va au savoir, mais selon quelle modalité et de quel savoir s'agit-il? Il ne s'agit pas, bien sûr, de ce S2, c'est-à-dire vraiment celui qu'utilisent les orateurs ou les sophistes,
c'est-à-dire dans le discours universitaire, pour imposer, au nom d'une connaissance, une certaine doxa. La doxa, c'est ce qui se détermine, donc on l'a vu, entre l'armatia, l'ignorance et la science, à d'autres. Tandis que le savoir de l'analyste, lui, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est un transfert entre un S1 et un S2. Et au fond, il est sur cette flèche-là, comme la flèche de Cupidon. Il est entre S1 et S2. Il n'est pas confondu avec une acquisition de connaissances embouties les unes sur les autres et articulées afin de faire valoir quelque chose qui fasse illusion. Alors cette illusion, elle est ailleurs. Et c'est ce que Diotime va mettre en scène elle-même, à partir bien sûr de l'élocution de Socrate, et en disant que, effectivement, l'amour ne peut pas être un dieu. Il est situé dans cette zone intermédiaire puisque il est lui-même issu d'un manque. C'est là où nous allons revenir sur la rencontre de Poros et de Pénia qui a donné Eros. C'est le jour, comme par hasard, de la naissance d'Aphrodite. Alors, il ne faut pas oublier que Aphrodite, nous la voyons comme dans le tableau de la naissance de Vénus au musée des Offices à Florence, la beauté absolue qui fascine tout le monde, etc. Mais on n'oublie pas que Aphrodite, c'est autre chose que ça. C'est beaucoup plus dur, en fait. C'est qu'elle ne sourit pas. Il y a quelque chose de très très dur dans cette beauté qu'on va retrouver sur ce chemin de la beauté et de l'amour, c'est-à-dire qu'elle est là comme le manifeste suprême d'une illusion, de quelque chose qui est de l'ordre du fétiche. Et ce fétiche, vraiment, nous introduit à une dialectique qui va commencer à se mettre en place avec cette notion d'objet. Puisque pour que quelque chose soit beau et nous attire et nous fascine, cela présuppose, nous sommes dans l'archaïsme de la structure, là, avec le discours de Diotime, tel que Socrate en fait part, un objet, donc, qui possède en lui-même l'agalma. C'est-à-dire cette capacité d'avoir un éclat particulier qui va toucher celui qui le regarde, mais bien sûr que, nous l'avons vu la dernière fois, donc un petit peu l'agalma et les agalmata, ce que le sujet voit dans l'objet désiré, ce n'est que le propre reflet que lui cherche dans le monde de son propre sujet sous la forme d'un objet. Comme dit la chanson, là... Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Sauf qu'il n'en sait rien, bien sûr, puisque c'est là où justement nous allons revenir sur le savoir. C'est-à-dire que l'amour, si il est impossible de tenir un discours cohérent qui se tienne lui-même comme ça, en soi, c'est que il repose, et c'est pour ça que c'est Socrate qui prend la parole et qui fait parler Diotime à sa place, il repose sur un non-savoir. Il ne peut parler qu'à partir d'un non-savoir. S'il savait, il ne pourrait pas aimer. Donc ce non-savoir-là, qu'il attribue, lui, à Diotime, mais qui elle-même reprend à la suite d'Agathon. Parce qu'Agathon est obligé de reconnaître qu'en décrivant Eros comme beau et paré de toutes les possibilités d'agalma, en fait, Eros manque, puisqu'il manque d'un objet. Donc il manque en tant qu'il est le représentant du manque lui-même. C'est parce que il manque qu'il peut se mettre en mouvement et qu'il peut arriver à enclencher cette dynamique du désir et de l'amour. Alors, qui vient en premier du désir et de l'amour? Ça, c'est ce que nous allons découvrir justement dans la dialectique, mais nous devrons aller jusqu'à Alcibiade, et je ne pense pas que nous y arriverons aujourd'hui, donc il faudra vraisemblablement une 4e séance sur le banquet de Platon pour arriver à
cerner un tout petit peu ce qu'il en est de cette complexité de l'amour, en tant que il est marqué par un double manque, donc, puisqu'il y a le fait que il ne sache pas, donc il y a un trou, il y a un manque là. Ne pas savoir, ça crée un manque, tout simplement un manque de savoir. Et le manque que représente aporia qui est le contraire de poros, et donc qui représente aussi peña, la pauvreté. Et donc la pauvreté vient avant la naissance de l'amour, c'est-à-dire avant la naissance d'Aphrodite. Et c'est pour ça que bien, ce sont les femmes qui sont en position d'érastès, a priori, et pas les hommes. Contrairement à ce qu'on croit, on voit des mecs qui sont dans le désir, mais pas du tout, ils sont dans une forme de pulsion, de jouissance. Mais les femmes elles-mêmes, ce sont elles qui sont dans le désir, puisque c'est là que rentre en jeu le mythe de la rencontre entre Poros, donc fils de Métis, ce qui n'est pas rien, parce que Métis, c'est la ruse absolue chez les Grecs. C'est même le mot ruse est faible pour décrire ça, parce que c'est l'intelligence rusée d'Athéna Métis. Donc ça veut dire que c'est la ruse en tant qu'elle est l'intelligence sublime pour faire avec le réel. Et Poros, c'est ça. Donc c'est la ressource elle-même. Donc lui, il est au banquet de la naissance d'Aphrodite, puisqu'il est la ressource par excellence. Donc, mais Peña, elle, en tant que pauvre, elle n'est pas invitée au banquet. Elle est sur les marches. Et, évidemment, comme ça se passe souvent dans les mythes, Poros est soûl, et donc il s'endort. Peña en profite, donc qui est à la porte, il lui a ouvert la porte, elle se glisse auprès de lui, et dans la nuit, ils enfantent Eros, qui va être donc le dieu, marqué simultanément d'une dilection pour le beau, puisque c'est ce qu'il va chercher tout le temps, quelque chose de beau, et la pauvreté, la nudité la plus extrême, puisque il n'a pas de lieu, il est à proprement parler atopos, la fameuse atopia de Socrate, qui lui justement aussi dans la cité n'a pas de lieu, il ne peut pas être localisé quelque part, parce qu'il est dans l'amour, dans le désir en tant que toujours sublimé en amour. Et ça, nous allons voir comment ça se décompose petit à petit au plan dialectique, et notamment par la manière dont Diotime met en scène progressivement ces glissements qui, en tant que loi du signifiant, vont faire définitivement, pour Lacan, de Socrate, le protos psychanalistos, si on peut le dire, ça n'existe pas en grec ancien, mais le premier psychanalyste dans la mesure où il y a cette adoration de ce qu'il en est du verbe. Socrate ne possédait rien d'autre que son désir. Le désir, comme Socrate lui-même dans Platon l'articule, ça ne s'attrape pas comme ça, ni par la queue, comme dit Picasso, ni autrement. Puisque le désir, comme on le souligne, c'est le manque. On habite le langage. Je me suis laissé même dire récemment, ce qui est amusant, qu'il y a quelque part dans Heidegger, je ne m'en étais pas aperçu, une suggestion que c'est là une issue à la crise du logement. Et on n'habite pas le manque. Le manque, lui, par contre, peut habiter quelque part. Il habite en effet quelque part, et la métaphore du banquet prend ici sa valeur. Il habite à l'intérieur de l'objet petit a. Et vous allez voir comment ça se passe. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc, nous avons Diotime qui va lui rappeler la manière dont, très prosaïquement, les choses se passent. Ce beau que nous avons situé lors de la dernière séance dans l'entre-deux-morts révèle déjà que en nous,
en tant que nous sommes des êtres de parole, il y a deux désirs dont nous ne voulons rien savoir. C'est le désir de la mort en tant qu'elle est processus de génération et de corruption. Donc cette mort-là qui se combat par la procréation, c'est-à-dire qu'on se continue dans quelqu'un d'autre, etc. Et c'est là qu'on retrouve l'accent héraclitéen de Platon mis dans la bouche de Socrate parlant au nom de Diotime. C'est-à-dire comment un être dont régulièrement toutes les cellules changent, rien ne reste le même en lui, comment se fait-il qu'il croit à sa propre unité et à sa propre identité? C'est impossible. Donc nous avons là une première approche de la manière dont Diotime replace la notion héraclitéenne de tout change, et l'unité qui reste, c'est bien sûr ce qu'il va essayer de trouver, d'abord sous la forme d'une possession, parce que c'est là où justement je vous renvoie au séminaire précédent sur ce que Lacan appelait le service des biens, donc le bien, donc avoir des biens, donc avoir un objet qu'on essaye de posséder. Donc en fait c'est un objet qui porte ce reflet agalmatique de notre être, et donc comme métonymie de notre désir va nous amener à vouloir l'avoir comme objet pour se compléter soi-même, d'où la collection des objets et la multiplication des objets dans le monde. Donc parce que ça passe par cette notion d'objet. Et cette notion d'objet, elle est absolument cruciale. On va voir comment ça se passe avec Diotime. Parce que Diotime commence par dire au début, donc l'objet c'est un beau jeune homme. On peut, vous avez vu que ça n'a rien à voir avec la pédérastie, bien que Érastès fait partie de pédérastie et pédos, on sait que c'est l'enfant. Donc, mais vous avez vu avec Socrate qu'il s'agit de distinguer l'éros éducateur de l'éros bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éros populaire. Et donc là, il y a le fait de passer, de trouver de la beauté chez un, à trouver de la beauté chez d'autres. Alors cette beauté-là, elle n'est pas seulement dans un seul, parce qu'au début, il y a identification donc de la beauté avec celui ou celle chez qui on trouve cet agalma. Et puis ensuite, on la voit chez d'autres. Alors là, je pense à un dessin que j'avais mis plusieurs fois le jour de la Saint-Valentin, où il y a un petit garçon qui met une petite fille qui dit qu'il la cherche sur un arbre, comme ça. Et puis après, il en voit une autre qui est belle, il la prend en photo, il la cherche elle aussi, etc. Puis il met plein de petites filles comme ça. Et donc on voit la multiplication donc, des agalmata. Et donc on passe par une gradation progressive de l'emboutissement de la beauté dans un être à la beauté en tant qu'elle est présente dans plusieurs types d'êtres, à la beauté en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de l'être, etc., jusqu'à la beauté suprême, c'est-à-dire le concept du beau, ou pour Platon, l'idée du beau, qui, d'après Lacan, nous amène toujours plus loin que l'idée du bien dans l'éthique. Parce que cette idée du beau, là, quand on arrive progressivement, c'est un peu comme les stades de l'Oedipe, etc., c'est juste par un travail, par la parole, sur la parole, que nous arrivons à cette idée du beau en tant qu'elle est celle qui, justement, eh bien, elle caractérise les immortels eux-mêmes, qui n'ont plus besoin d'être dans le manque ni quoi que ce soit, puisqu'ils sont apparemment de toute éternité. Donc, comme les signifiants eux-mêmes, qui tiennent eux-mêmes sans avoir besoin qu'on leur présuppose une génération, une corruption et puis une disparition. Les signifiants sont toujours là, ils sont toujours présents, donc ils font partie de ce monde des immortels. Jusqu'à donc cette idée du beau qui ne va plus se représenter sous la forme d'un objet à quérir, la quête d'un objet, la quête du Graal, mais cette fois à le devenir.
Et c'est là où on passe à l'être, de l'avoir à l'être, et où l'érastès, celui qui est dans le désir et dans le manque au début, devient l'objet d'amour, parce qu'il veut l'être beau, même quand il est laid, et surtout quand il est laid, comme Socrate, et que ça n'empêche pas d'être très désirable, puisque tout le monde le désire, parce que sa parole domine l'ensemble des considérations de son époque sur les choses les plus importantes de la vie, c'est-à-dire les choses de l'amour. Donc vous avez là ce que déploie progressivement Diotime pour amener, à travers donc le croisement de ces deux manques, et je vais revenir là sur le « il ne savait pas », donc je ne peux dire quelque chose de l'amour que de ce que je ne sais pas, mais que j'accepte de ne pas savoir pour pouvoir le dire, parce que fond, je ne parle que de ce que je ne sais pas pour essayer de l'entendre et d'arriver à le dire. C'est la position de Socrate. Et bien sûr, il ne manque pas, mais là ça va nous faire un peu rigoler et mettre un peu d'humour dans cette dialectique, c'est que un universitaire, je ne sais plus lequel, mais vous savez, les universitaires, c'est quand même le monde des crétins, lui, en traduisant Freud, a dit, mais Freud, quand même, pourquoi il choisit Oedipe alors que il y a un exemple très simple dans la nature. L'hippopotame couche avec sa mère et puis essaye de tuer son père. Oui, mais ce qui fait que Freud choisit Oedipe, c'est que ce n'est pas un crétin universitaire, lui. Donc, il se dit, c'est parce qu'il ne sait pas. Ce qui compte dans Oedipe, c'est ce savoir insu. Et voilà l'origine de l'inconscient. C'est ce savoir insu dont je parle là et qu'il faut faire advenir en séance. C'est-à-dire qu'en fait, amener l'analysant à se laisser parler par sa diotime pour arriver à entendre dire ce qu'il ne sait pas qu'il sait. Là, vous avez la première topologie de l'inconscient qui se situe, bien sûr, entre deux morts. Donc, entre effectivement cette première mort que nous désirons, comme dit Lacan dans à Louvain, là, ça vous soutient de savoir que vous allez mourir, hein, parce que sinon, comment vous accepteriez la vie que vous avez? Et puis, cette deuxième mort, là, qui est celle dont j'ai essayé de parler l'autre fois, et qui est la manière de contrarier ce rien ne change, ou rien n'est le même plutôt d'Héraclite, et cette deuxième mort qui est celle de l'immortalité elle-même. C'est signifiant qu'il ne meurt jamais, donc vouloir se faire un nom. Donc je me suis moqué aussi en disant ces universitaires qui, comme Miller et Solaire, ont essayé d'inventer un deuxième inconscient, un inconscient réel, etc. C'est n'importe quoi, mais c'est juste pour essayer d'être ceux qui, après, peuvent inscrire leur nom derrière. On dirait on les citera comme ceux qui ont inventé le deuxième inconscient, sauf qu'il n'y a pas de deuxième inconscient. L'inconscient, il n'y en a qu'un, et il y en a qu'un, et il est structuré comme un langage. Et déjà, ça suffit, déjà, un. On en a assez avec un, il n'y a pas besoin d'en faire deux. Donc avec cet inconscient-là, qui tient au réel, justement, il n'y a pas besoin de l'adjectif réel, puisque c'est le substantif réel, c'est-à-dire ça se soutient du réel qui est un rien, un vide. Et cette beauté dont on parle là, cette beauté en tant qu'illusion, en tant que fétiche, elle est là pour nous amener sur le chemin de notre désir, qui ne peut viser qu'un vide, puisqu'il cherche à se reproduire lui-même en tant que désir, donc de rester toujours désirant, donc de veiller à toujours manquer de quelque chose. Et donc cet analysant qui vient nous voir, qu'est-ce qu'il vient rencontrer là, sinon notre vide? Puisque c'est avec notre vide que nous allons répondre à son vide, jusqu'à ce qu'il s'y fasse au fait que, dans un premier temps, ça je vous l'ai dit la dernière fois, il semble y avoir une opposition entre la position socratique et la position christique, puisque Socrate semble, lui, en tant que se déclarant indigne d'amour, puisqu'il sait très bien qu'il n'y a rien en lui, du fait que c'est du lieu même de son art martial, de son ignorance qu'il parle, donc il n'en sait rien, donc ce que vise Alcibiade en lui, notamment, eh bien il ne l'a pas. C'est l'assomption de la castration, il ne l'a pas.
Donc il ne va pas répondre positivement à la demande d'Alcibiade. Mais il va lui faire une interprétation psychanalytique. Il va lui dire, depuis le début, ce que tu vises, c'est pas moi, c'est Agathon. C'est-à-dire qu'il va l'envoyer désirer ailleurs. Il va lui apprendre ce que c'est que le désir qui est métonymique. Et lui-même, dès le début, il avait déjà prévu le coup. C'est pour ça que ce ne pas savoir est un savoir absolu, puisque c'est au nom de ce pas savoir qu'est l'inconscient. Je ne sais pas, je vous rappelle que les structures même de l'inconscient se définissent par rapport à ce pas savoir. Hein. Je ne veux pas savoir de la névrose, je sais bien, mais quand même, c'est pas moi, c'est l'autre qui est castré du pervers, et je ne peux pas savoir du psychotique, qui apparaissent dans l'ordre inverse. Mais aujourd'hui, on va le dire comme ça, dans cet ordre-là, 1, 2, 3. Mais en vérité, c'est toujours d'abord la psychose, ensuite la perversion, et on arrive à la névrose, et par l'hystérisation de la cure, on arrive à faire sortir le névrosé de sa dimension obsessionnelle, puisque l'hystérie n'est plus une névrose, c'est une position subjective. Mais c'est toujours par rapport à ce savoir-là et à ce ne pas savoir. Le ne pas savoir est fondamental là dans la structure des possibilités de l'amour, parce que nous aimons parce que nous ne savons pas, parce que nous avons un inconscient. Ça nous serait impossible sinon. On ne peut pas aimer ce qu'on sait, parce qu'il n'y a pas cette étincelle du désir qui permet de reconduire l'objet indéfiniment en tant qu'il n'est plus objet, mais qu'il est ce chemin lui-même. C'est dès là qu'à force d'avoir comme guide la beauté, eh bien, on essaye de devenir la beauté elle-même. Mais évidemment, ce n'est plus une beauté d'apparat, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui est le contraire du beau. Hein. Vous avez vu la manière dont les femmes apparaissent aujourd'hui sur Instagram, on ne peut pas dire que c'est beau, hein, avec les lèvres comme ça, les yeux tirés, etc. Ce sont des monstres. Et ça rappelle donc un moment de l'international situationniste, dont j'ai parlé l'autre soir aux Québécois, où ils ont décidé de faire la femme, parce que bien sûr le beau vise une femme, hein, c'est évident, c'est-à-dire c'est l'objet petit a par excellence de l'homme, la femme, donc évidemment c'est par là que ça passe, hein. Et ils avaient essayé à l'époque de faire la femme idéale en prenant la bouche de Brigitte Bardot, les yeux de Sophia Loren, le nez de Liz Taylor, etc. Et on obtient un monstre. Comme aujourd'hui, les gens qui vont se faire la chirurgie esthétique et qui deviennent des monstres, au sens étymologique. Ils se montrent, on faut les montrer, ils sont en démonstration et c'est monstrueux. Parce que ça se joue ailleurs que dans l'illusion du spectacle. Ça se joue dans la manière dont travaille la parole à rendre désirable, même sous des apparences repoussantes, exactement comme l'agalma. Puisque l'agalma, je vous rappelle que ce sont des silènes ou des satyres, c'est-à-dire des êtres mi-bouc, mi-homme, qui sont un coffret à l'intérieur duquel il y a des joyaux et des bijoux. Donc nous avons là ce rapport toujours entre le contenu et le contenant qu'on trouve dans tout le processus de déploiement de l'amour et dont nous verrons donc la prochaine fois ce qu'il en est de la position de Socrate par rapport à celle du Christ, où a priori elle semble ne pas aller dans la même direction, puisque si je vise comme ça le beau jusqu'à ce que mon désir se déploie dans mon dire, en quelque sorte, c'est-à-dire s'affine dans le dire de plus en plus comme une hyperbole qui cherche une limite et s'en approche de plus en plus sans jamais la toucher, si je vise ce beau-là jusqu'à tenter de le devenir et non plus de l'avoir, eh bien, il semble que ce soit une sorte de perfectionnement infini de soi-même, qui semble correspondre à l'éthique socratique, puisqu'au fond, ça part du commandement de Delphes, Knoti Soeton, connais-toi toi-même. Donc on s'imagine que c'est ça. Mais il y a dans le banquet quelque chose que nous oublions à ce moment-là, c'est que après avoir fait les 4
premier discours, qui célèbre l'amour, etc., comme on l'a vu, il y a bien sûr ce discours charnière que représente celui d'Agathon, où, dans une inversion, comme celle d'Aristophane, mais à l'envers, lui qui a eu le grand prix de la tragédie, il va avouer non seulement que peut-être il ne savait pas ce qu'il disait, et puis, quelque part, il a parlé un peu pour rigoler comme ça. Donc il le dit différemment, mais il y a 3 traductions diverses là-dessus. Et donc, comme si lui, le tragédien, le beau, celui qui, au départ, Socrate lui dit, à Agathon, qu'il est comme un plein. Et comme avec un fil de laine, on fait passer de l'eau d'un récipient à un autre, lui se met à côté d'Agathon pour se remplir de sa beauté et de ce savoir sur l'amour, lui qui est vide et qui va aspirer le plein. Donc, nous avons cette histoire de transposition d'un médium dans un autre, et c'est bien de ça qu'il s'agit, en mettant l'accent sur le fait que ce soit le mouvement lui-même qui est important dans l'histoire, puisque c'est la reconduite du désir en tant que désir, le désir qui désire se désirer lui-même, et donc qui nous fait vivre. Nous n'oublions pas là l'étymologie du désir, c'est-à-dire la désidération, c'est-à-dire d'avoir perdu son étoile, et à la place, il y a des milliards d'étoiles, on ne sait plus laquelle est la nôtre, et à partir de là, donc, comment faire à partir de ce vide pour retrouver notre chemin sans être guidé par notre propre étoile, notre signifiant maître. C'est terminé, on est perdu dans l'océan du langage, qui est un océan stellaire. C'est comme s'il y avait des milliers d'étoiles, des milliers de milliards et de milliards d'étoiles. Eh bien, là, Socrate fait émerger quelque chose avec l'amour qui est de l'ordre du discours. C'est-à-dire avec le mythos, avec ce passage de Socrate à Diotime, il fait tout simplement émerger un nouveau discours. C'est-à-dire c'est ce discours-là qui va fonder la civilisation occidentale jusqu'à son acmé freudien et sa continuation lacanienne, mais qu'aujourd'hui est totalement dévoyé par la prostitution du langage, puisque ce qu'implique ce jeu des signifiants, là, c'est que bien sûr, ce ne pas savoir, c'est de prendre en compte l'inconscient comme ce qui est au-dessus de notre ligne à nous, selon l'étymologie du sublime, qui peut vouloir dire en oblique, mais aussi d'abord subliminis, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous, comme ce ciel étoilé kantien. Donc, mais cette fois, au lieu d'être des étoiles inattrapables, inatteignables, eh bien, il y a une modalité possible d'y accéder partiellement par la parole. Et là, donc, je vais peut-être finir là-dessus, c'est là où la dérive psychanalytique est très très massive, je dirais, parce que de la découverte psychanalytique de l'objet en tant que partiel, eh bien, l'immense majorité des psychanalystes, qui sont quand même une bande de crétins incroyables, parce qu'il y a quand même Freud et Lacan qui sont là toujours en référence, mais ils font comme s'ils savaient mieux que les autres, quoi. Et donc ils savent mieux que Freud, ils savent mieux que Lacan, donc ils vont le corriger, comme Miller et Soler avec leur inconscient réel, etc. Alors Lacan n'a jamais parlé de ça, mais ils savent pas ce que c'est, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas que l'objet partiel est justement ce qui ne peut jamais être comme total, puisqu'il est partiel. Donc le total, l'objet partiel, on peut dire que l'adjectif partiel devait être tout le temps à côté d'objet. L'objet est forcément un objet partiel. Je pense que l'insuffisance de cette référence synchronique à la fonction de l'objet partiel dans la relation analytique, dans la relation de transfert, est à la base de l'ouverture d'un dossier concernant un domaine dont je suis étonné et pas étonné à la fois, pas surpris tout au moins qu'il soit laissé dans l'ombre, à savoir un certain nombre de boiteries de la fonction
sexuelle qu'on peut considérer comme distribuée dans un certain champ de ce qu'on peut appeler le résultat post-analytique. Et là, nous avons les modes d'identification et donc d'unification avec l'autre qui nous mettent sur cette voie. Nous avons donc, si nous revenons sur cette première phénoménologie de la Vierge à l'enfant, donc la mère avec son petit, il sort de l'utérus, elle l'a dans les bras, il se regarde. Lui la regarde, elle le regarde, il se fixe sur ses yeux et il se demande à lui, en lui demandant à elle, d'être l'objet de son désir. Et il voit que elle, les yeux, c'est comme deux mises au point d'appareils, ils ne peuvent pas se faire simultanément. Il y en a un qui est sujet, l'autre objet, donc ça bouge tout le temps, ils ne peuvent pas coïncider. Et donc, il voit là qu'il ne peut pas être l'objet de celle qu'il aime. Donc, il décide de devenir celle qu'il aime. C'est-à-dire qu'il s'identifie à la mère. Là, on passe de l'idéal du moi, donc l'idéal c'est d'être l'objet du désir de la mère, au moi idéal. C'est-à-dire, elle a l'objet. Donc je deviens elle, et en devenant elle, j'ai l'objet. Donc là, je vais m'identifier à la mère. Et le troisième niveau d'identification, donc ça c'est le deuxième, c'est le trait unaire. Le premier, on retrouve ça dans Freud avec Psychologie des foules et analyse du moi, sa lecture de Le Bon. Premier niveau, c'est le père, identification au père, puisque en voulant être l'objet du désir de la mère, il ne le sait pas, mais il s'identifie au père, puisque l'espace vide entre eux, c'est l'air par lequel la parole va passer, donc c'est le lieu du phallus, c'est le lieu du père. Avant qu'il y ait un géniteur, il y a déjà le père dans ce lieu. Donc la première identification, c'est l'identification au père. La deuxième, au trait unaire, comme il ne peut pas être l'objet qu'il demande à celle qu'il aime, il va s'identifier à celle qu'il aime, donc moi idéal, puisque elle, au moins, elle est censée avoir l'objet, il va voir que ça ne marche pas non plus. Et donc là, identification hystérique au désir de l'autre. En s'identifiant l'objet du désir de l'autre et en désirant le même objet, eh bien, il peut s'identifier par effet, disons, de billard à l'autre. Alors ça, on trouve ça, c'est le principe de la publicité. Quand vous avez, par exemple, George Clooney qui dit que, enfin, ce crétin, maintenant, je rajoute de George Clooney, puisque avant je l'aimais bien, mais quand j'ai vu sa position sur le Covid, j'ai vu que c'était un immense crétin, comme la majorité des pseudo-artistes qui ont la faveur des médias. Donc, quand on le met en grand à l'aéroport de Genève, là en immense, etc., c'est pour que les gens s'identifient à ce qu'il aime, c'est-à-dire le café, Nescafé, je sais pas quoi, les capsules, là, vous savez. Donc, en tout cas, vous avez là l'identification au désir de l'autre. Il y a un autre exemple qui est un peu moins commercial et plus intéressant, c'est l'exemple que donne, je crois que c'est Reich ou Freud, dans un dortoir où un dortoir féminin où une fille parle de ses malheurs. Et toutes les filles, c'est malheur amoureux bien sûr, et toutes les filles pleurent là, le prince charmant perdu. Donc c'est ça l'identification hystérique, c'est s'identifier au désir de l'autre. Et donc ce jeu d'identification, c'est toujours une manière, l'identification, de s'unifier à l'autre, de faire un avec l'autre. Ce fameux un qui est toujours perdu en tant que on ne peut le dire qu'à partir du moment où on le perd. Donc on voit la manière dont l'inconscient arrive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une zone de non-savoir de la parole et que c'est au nom de ce non-savoir que je peux parler et dire quelque chose de l'amour. C'est pour ça que l'amour est un discours inconsistant. Parce que justement il est réel et donc il ne peut pas se tenir uniquement sur une combinatoire de signifiants. Cette combinatoire de signifiants nous amène à la seule définition que Lacan donne du sujet dans toute son œuvre. Il en donne nulle part ailleurs, puisque pour lui, le sujet est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Mais dans le banquet, précisément, et le banquet occupe une place majeure dans l'enseignement de Lacan,
il dit que, justement, ce passage dont je vous ai parlé tout à l'heure du beau sur un objet va petit à petit se conjoindre à l'unicité d'un sujet. Et donc, là, trait d'humour de Lacan, on croit qu'aimer l'autre comme un objet, c'est quelque chose de pas bien, et que comme s'il aimait comme un sujet, c'était mieux. Mais ça n'est pas mieux. Des fois, il y en a qui sont bien mieux aimés comme objet que comme sujet. Mais là, en tout cas, l'unicité du sujet, c'est de se rendre compte que la beauté, dès qu'on la fait porter sur quelqu'un qui est un être mortel, c'est-à-dire quelqu'un dont on parle d'Iotime au départ, et qui est un petit autre, qui est le réceptacle du grand autre, et que à ce moment-là, on s'adresse à lui comme être mortel, eh bien nous avons affaire là au glissement de l'objet au sujet. Mais dès que je rends l'autre sujet, c'est moi qui deviens l'objet, puisque l'enjeu c'est ça. L'enjeu c'est que logiquement, dès qu'il y a un sujet, il y a un objet, et ce sont les positions qui changent. Et ce qui se passe là dans cette dialectique, c'est que la définition que donne Lacan de ce sujet, c'est que à ma propre combinatoire de sons, qui pour faire sens et donner une tessiture à ma parole, je vais adresser à cet autre-là, eh bien lui-même, il a ses propres combinaisons, ses propres combinatoires pour définir sa propre tessiture. Mais alors à ce moment-là, où il me parle, où il me regarde, il me transforme dans son objet possible. Et donc l'enjeu, il est toujours donc de savoir être l'objet ou avoir l'objet. Et c'est là, bien sûr, que nous avons le problème de la sexuation. Et là, c'est pour ça que la femme, elle ne peut pas l'avoir sans l'être, d'une certaine manière, puisqu'il faut qu'elle le soit elle-même, qu'elle assume le vide phallique, et qu'elle soit elle-même ce phallus en tant que signifiant vide, pour pouvoir l'avoir, c'est-à-dire celui qu'il a, attraper celui qu'il a, et lui, l'homme, ne peut pas, bien sûr, l'avoir sans avoir le manque de son être. Donc assumer sa castration, radicalement. Et ça, nous le verrons la prochaine fois, parce que nous allons passer au stade avec Alcibiade, c'est-à-dire celui qui assume la castration, un homme qui n'a pas peur d'être féminin ou féminisé, parce qu'il est tellement sûr de lui-même que, d'une certaine manière, ça lui fait pas peur. Et c'est arrivé à Jules César lui-même, hein. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur de perdre sa virilité pour justement l'avoir de toute éternité. Et là, je finis sur ça, et peut-être je vais vous lire ce poème, parce que, d'une certaine manière, quelqu'un que le snobisme empêche de considérer, une fois au moins, et je pense que ce n'est pas la seule, c'est hissé à la hauteur d'Homère, c'est Victor Hugo avec Bose endormi, B-O-O-Z, ce poème-là, où il retrace quelque chose de l'ordre de la rencontre de Porros et de Peña, sous la forme du vieux Bose qui s'était endormi. Sa femme était morte déjà et lui mort à demi, donc entre deux morts. Je vais vous lire le poème tout à l'heure. Et elle s'est glissée auprès de lui, la jeune Ruth qui ne savait pas ce que Dieu voulait d'elle, elle non plus ne savait pas. Et donc tout est marqué sous le signe de « il ne savait pas ». Il ne savait pas, Lacan en fait un de ses graphes où en haut, il ne savait pas, c'est ce qui caractérise l'inconscient en tant qu'il est cet unbewusst, ce savoir insu, où il faut sortir de son propre savoir pour le dire et essayer de l'approcher. C'est ça le savoir de l'amour, et ce qui fait que l'amour est très difficile, il est très difficile d'en parler. Donc je vais plutôt lire ce poème de Victor Hugo pour terminer cette séance 92. Bose s'était couché, de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge.
Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent, comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissez tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre au jour éternel et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans les temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente inquiet, des empreintes de pieds de géants qu'il voyait, était mouillée encore et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas. En haut mourait un dieu. Et Bose murmurait, avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi ceci vint ? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi, comment le croire ? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants ? Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe. Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe. Comme un bœuf ayant soif, penche son front vers l'eau. Ainsi parlait Bose dans le rêve et l'extase. Tournant vers Dieu, ses yeux par le sommeil noyés, le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient, sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose, qui dormait, se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette fossile d'or dans le champ des étoiles. C'était Bose endormi de Victor Hugo, ce qui n'échappe pas à l'oreille de Lacan. Bose ne savait pas qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle.
Relisez tout ce poème pour vous apercevoir que toutes les données du drame fondamental, que tout ce qui donne à l'Œdipe son sens et son poids éternel, qu'aucune de ces données ne manque, et jusqu'à l'entre-deux-morts évoqué quelques strophes plus haut à propos de l'âge et du veuvage de Bose. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Le rapport de cet entre-deux-morts avec la dimension tragique qui est bien celle ici évoquée en tant que constitutive de toute la transmission paternelle, rien n'y manque. Rien n'y manque et c'est pourquoi c'est le lieu même de la présence de la fonction métaphorique que ce poème, où vous la retrouverez sans cesse, tout, jusque si on peut dire dans les aberrations du poète, y est poussé jusqu'à l'extrême, jusqu'à dire ce qu'il a à dire en forçant les termes dont il se sert. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith. Judith n'a jamais dormi, c'est Holoferne, peu importe, c'est quand même lui qui a raison, car ce qui se profile au terme de ce poème, c'est ce qu'exprime la formidable image par laquelle il se termine, et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant, négligemment jeté cette fossile d'or dans le champ des étoiles. La serpe dont Chronos a été châtré ne pouvait pas manquer d'être évoquée au terme de cette constellation complète composant le complexe de la paternité. Voilà.